Bienvenue sur cette chaîne Entreprise, une chaîne où nous recevons aujourd'hui Maude Poupa. Alors, comme à notre habitude, nous allons traverser avec elle 3 axes principaux. Le premier, l'environnement. Pourquoi Maude Poupa est en Bretagne et ce qu'elle apporte à la région dans son activité. Et quelle est-elle, cette activité Secondo, l'organisation. Comment Maude est organisée, sa structure, comment elle jongle avec les différentes activités qu'elle a. Et puis, troisièmement, on va s'intéresser plus précisément à elle, à Maude, qui elle est. Donc, bonjour Maude. Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne Entreprise qui a une conjugaison de 3 professions. La première, celle de vidéaste avec Gilda qui est juste derrière la caméra, puis Eric qui note tout et qui se charge de cette grande organisation, et puis moi qui t'interviewe. Donc tous les 3, nous te disons bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Merci. Voilà. Et alors je rappelle le concept de cette chaîne, puisque faut se sentir libre. Cette chaîne n'a pas de coupure. Oui, cette chaîne est une chaîne où on se pose, où on prend le temps. Donc je te dis ça pourquoi ? Parce que tu peux prendre la liberté que tu veux. Tu peux par exemple, voilà, comme je viens de le faire, ne rien dire. Voilà, tu peux bégayer, tu peux te reprendre, tu peux me corriger même. Voilà, c'est ça, la liberté de pouvoir se poser et prendre son temps. Es-tu d'accord avec ce concept ? Je suis d'accord avec ce concept. Eh bien, allez, embarquons ensemble sur ce premier chapitre qui est l'environnement. Maude, pourquoi la Bretagne ? Pourquoi la Bretagne ? Alors, j'y suis née, déjà. J'ai grandi à Ifindic, et j'ai fait mes études, ma scolarité à Montfort-sur-Meux, puis ensuite à Rennes et à Lorient. Voilà. À un moment donné, j'ai fait des études pour travailler dans l'édition, notamment. À un moment donné, je me suis posé la question d'aller à Paris, puisque c'est là qu'il y avait beaucoup de maisons d'édition. Et puis, j'ai eu la chance d'obtenir un premier stage aux éditions Ouest France, à Rennes. J'ai découvert ce qu'était une grande maison d'édition. Et pour un deuxième stage, j'avais envie de voir une plus petite structure. Et là, forcément, Paris, ça s'y prêtait moins. Donc je suis restée en Bretagne, dans le Morbihan. Je me suis retrouvée au Fawet chez Liv Édition. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une première embauche, directement après ce stage. Donc je suis restée en Bretagne. J'ai réfléchi quand même, parce qu'à l'édition, à partir à Paris à un moment donné, et en fait, j'en avais pas envie, j'en avais plus envie, puisque je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était de travailler dans une petite structure à taille humaine, et une petite structure où je pouvais toucher à tout dans l'édition, puisque vraiment, le début de ma carrière professionnelle, c'est assistante d'édition, donc c'est réaliser un livre de A à Z, depuis la lecture du manuscrit jusqu'à la vente en librairie, organisation de dédicaces avec les auteurs, promotion. Et je me suis rendu compte que si je faisais ça dans une petite boîte en Bretagne ou ailleurs en région, ça aurait pu être n'importe quelle autre région, eh bien je touchais à tout, j'allais sur tous les sujets, tous les domaines, et que si j'avais voulu aller à Paris, j'aurais été juste sur un sujet, même pas suivre un livre entièrement, mais être simplement sur l'iconographie d'un livre, sur la correction d'un autre, et toujours faire la même chose, et ça m'a pas plu. D'accord. Donc en fait, le fait d'être en Bretagne te permet de voir tous les domaines. Oui, ça me permet d'être sur des petites structures qui touchent à tout, plutôt que d'être sur une grosse structure où j'aurais été vraiment spécialisée, et j'ai besoin d'ouverture. Ah, tu as besoin d'ouverture. C'est pour ça que j'ai choisi le livre, d'ailleurs. En fait, j'ai choisi de travailler dans les livres, puisque je vais revenir un peu sur mon parcours scolaire, littéraire. J'ai fait ensuite une prépa. Quand j'ai fait ma prépa, je me suis ouvert à des domaines de connaissances de fou. J'ai adoré ça. Bon, j'ai aussi beaucoup souffert. C'est énormément de travail. Mais au niveau intellectuel, c'était génial. Et ensuite, je suis allée pour la 3e année en fac d'espagnol. Et là, alors c'est pas contre la fac d'espagnol, mais j'ai eu l'impression que mon champ de connaissances, il avait fait comme ça en prépa, et il faisait comme ça, parce que je touchais plus qu'à un seul domaine de connaissances. Et j'avais une option à ce moment-là, j'ai pris une option professionnelle, métier du livre et de la culture. Et j'avais pas du tout envisagé les métiers du livre quand j'étais étudiante, alors que pour beaucoup de gens ça s'imposait.
et que maintenant, quand on regarde rétrospectivement, on se dit bah oui, évidemment, mais plus jeune, je l'imaginais absolument pas. Et quand j'ai fait donc ma licence avec cette option qui était de 2 heures par semaine, je me suis dit mais c'est ça, faut que j'aille faire les métiers du livre, parce que si je travaille dans l'édition, dans une bibliothèque, eh bien je pourrais toucher à tout, je pourrais toucher à l'histoire, je pourrais toucher à la littérature, je pourrais toucher aux langues étrangères, je pourrais toucher aux questions de ressources humaines, aux questions d'entrepreneuriat, de la géographie, je pourrais même parler de maths, enseigner n'importe quel, travailler sur des livres d'enseignement de n'importe quelle matière, mais je vais toucher à tout et je vais apprendre tout le temps. Et c'est ce qui fait que je suis allée ensuite faire un master d'édition. Ce qui revient à mon stage, ce qui revient à mon fait d'être en Bretagne. Et voilà, ce qui revient effectivement à la diversité que propose cette région dans les différents domaines. Tu as parlé de l'entrepreneuriat, tu as parlé des contes, tu as parlé de la littérature jeunesse, et puis du tourisme, beaucoup de domaines où je crois que tu as mis une naissance de quelques bouquins sur ce domaine-là, je crois. Oui, il y a quelques livres, j'ai écrit quelques livres. En fait, j'ai commencé, justement, la Bretagne m'a inspiré mes premiers livres. Le tout premier que j'ai écrit, il s'appelle Balade amoureuse en Brocéliande. Il date de 2011. Et donc, je l'ai écrit... Oh, bah tiens, justement, Pierrick, il est là. Sur le côté, je vous rappelle le rôle de Pierrick. Regardez. Bonjour à tous. Voilà, Balade amoureuse à Brocéliande, le premier livre. Enfin, un des premiers, bien sûr. C'est écrit en 2011 sur l'idée de proposer tout ce qui était histoire romantique en Brocéliande et puis tous les endroits jolis à visiter à deux, en couple. Donc c'était le tout premier, donc inspiré aussi par la région et que j'ai eu l'occasion d'écrire. J'étais à la fois assistante d'édition, donc aux éditions Les Oiseaux de Papier qui n'existent plus aujourd'hui, et je suis devenue autrice en 2011 grâce à ce livre. Voilà, c'est une première marche. Alors, je rassure nos téléspectateurs, nos vidéospectateurs, nos YouTube, je sais pas quoi. On va pas... Pierrick, il va pas se défiler puisque Maud a écrit un nombre de livres. Alors je sais que vous voulez de temps en temps voir Pierrick arriver, mais calmez-vous. On lui donnera des occasions. On lui donnera quelques occasions, mais pas sur l'immensité des livres qu'a écrit Maud. Donc la Bretagne, là par exemple, tu nous parles de Brocéliande, de Balade amoureuse au sein de Brocéliande. Le paysage breton, en règle générale, t'amène de l'inspiration pour écrire tes livres? Je ne sais pas si c'est les paysages qui m'amènent de D'accord. l'inspiration, c'est plutôt les rencontres, Ah. plutôt des anecdotes en fait, des personnes que je vais croiser, quelque chose qui fait tilt. Les livres aussi, je me retrouvais à les écrire parce que je peux voir un vide éditorial à un moment donné. C'est-à-dire que le Balade amoureuse, il n'y avait aucun guide amoureux et romantique sur Brocéliande à l'époque. C'est comme ça que j'ai eu l'idée qu'on l'a fait. Quand j'ai écrit mes premiers livres jeunesse, c'est des petits livres sur les légendes du roi Arthur pour les enfants à partir de 5 ans. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, il y avait plein de livres sur les légendes du roi Arthur. Alors ça, il y en a pléthore, c'est évident. Sauf que pour les enfants de 5 ans, à cette période-là, il n'y en avait pas. Maintenant, il en existe, on en trouve. Et donc, c'est comme ça. On avait eu cette idée avec l'éditeur de faire ces livres-là. Et moi, j'ai pris la suite de la collection, parce qu'il y en avait 7. J'en ai écrit 3 dans la collection. Et puis voilà, c'est une sorte d'inspiration en fait. C'est ça, c'est l'occasion. Et c'est les rencontres. Le vide éditorial dont tu parles, tu te dis tiens, il y a un vide éditorial là, je m'engouffre, j'y vais. Et tu crées quelque chose dans cet espace. C'est ça. Bon, et bien dis donc, aussi bien sur la jeunesse que sur les balades amoureuses, sur pas mal d'autres choses. Effectivement, la Bretagne a l'air inspirante. Oui. Oui, ben dis donc, formidable. Et cette inspiration-là, ça m'amène tout de suite au deuxième point, qui est cette inspiration, elle demande à être organisée, elle demande à être structurée, parce que sinon tu partirais un peu... Ah mais je pars dans tous les sens. Ah, bah ouais. Tu prends tous les chemins de Brocéliande Ah oui, pour... oui, mon temps de travail est organisé, mais l'inspiration ne l'est pas. Ah. Alors, si ton temps de travail est organisé, comment est-il organisé? Comment t'organises-tu? C'est quoi
ce travail d'écrivaine, comment tu allies toute cette fulgurance créative? Alors là, on a parlé de mon travail d'écrivaine ou d'autrice. Oui. Sur les livres, ça c'est quelque chose que je vais faire souvent dans un second temps, puisque D'accord. c'est pas la partie qui me rémunère le mieux. Ah, En fait, être autrice, c'est pas quelque chose où on gagne bien sa vie, hélas. ça c'est effectivement, il faut le préciser parce que c'est souvent une croyance. Oui. Voilà. Alors le jour où je ferai un best-seller, ce que je souhaite de tout cœur, je gagnerai peut-être bien ma vie, mais pour le moment, c'est pas mon métier d'autrice qui me fait vivre. Ça, je le fais par passion, par goût, et puis parce que j'ai toujours envie de raconter plein de choses. Non, ce qui me fait vivre, c'est plus le métier de rédactrice. C'est-à-dire que je vais rédiger des textes sur commande D'accord. pour des entreprises, pour des particuliers. Alors ça peut se croiser, parce que par exemple, je peux écrire des témoignages de vie pour des particuliers. Donc là, je vais être autrice pour eux, je vais être plume. Je vais avoir ce type de prestations que je peux proposer. Mais je peux aussi écrire des textes web pour les sites web d'artisans, de commerçants, d'entreprises. Je peux écrire des communiqués de presse. Je peux écrire des publis rédactionnels. Le publi rédactionnel, c'est en fait quand une société achète une page dans un journal, dans un magazine, et qu'elle a le droit de mettre ce qu'elle veut comme texte dessus. Elle peut faire appel à un rédacteur pour avoir le texte parfait qu'elle voudrait avoir. Et donc là, je peux intervenir pour écrire ce texte. Ah, ok. Et c'est tout ça qui va vraiment occuper la majeure partie de mon temps. Et quand j'ai des moments plus creux dans mon activité professionnelle, puisque je suis indépendante, alors ça arrive aussi, et bien là, je prends le temps, je sais que j'ai une fenêtre d'une semaine, 2 semaines, un mois. Par exemple, le mois de juillet, le mois d'août, c'est toujours plus calme. Et là, je suis repartie à écrire ce que j'ai envie d'écrire, que ça soit du roman, que ça soit de l'essai. Voilà, tout ce que j'ai envie d'écrire, là, je me plonge dedans. Et tu es comme est-ce que c'est plutôt en termes de questions que je dois te poser ça, mais est-ce que tu es comme toutes les écrivains ou les écrivaines, c'est-à-dire il y a Amélie Nothomb disait je sors un bouquin, mais en fait j'en ai 40 dans mes tiroirs. Est-ce que c'est un peu ça? Alors j'en ai pas 40 dans les tiroirs, mais j'ai toujours une à deux idées d'avance. D'accord. Pour ce que je pourrais avoir envie d'écrire. Bon. Et tu parlais du fait que c'est une profession libérale. Mais comment, dans l'écriture, c'est quoi, comment ça marche? Comment ça s'organise tout ça? Profession libérale, comme n'importe quelle autre profession libérale, où il y a un statut bien spécial dans l'édition Alors je suis en auto-entreprise. D'accord, ok. Après il y a différents statuts, différentes possibilités. Ouais. Moi en fait je voulais pouvoir toucher à tout, comme tu as pu comprendre que j'aime me diversifier et j'aime ouvrir les portes. Donc je travaille pour de l'édition, donc là je vais intervenir comme prestataire de service sur de la correction, tout simplement sur de la relecture, travailler les textes. Je peux intervenir sur un rôle qui se rapproche de l'écrivain public pour les personnes qui font faire leurs livres, comme un prestataire externe pour une société, comme pour écrire les textes du site web, comme je te le disais, pour les textes d'un communiqué de presse. Je peux intervenir aussi comme journaliste pigiste pour des magazines aussi. Voilà, c'est vraiment, moi je démarche des clients, des personnes me démarchent aussi parce qu'ils ont vu mes coordonnées ou quelqu'un qu'on a en commun à parler de moi. Tout fonctionne vraiment beaucoup au bouche à oreille. D'accord, ok. Donc en fait les gens te lisent et se disent tiens, qui a écrit ça? Moi ça m'intéresserait que ce soit la personne qui l'a écrit qui parle de moi, et ils te contactent. Et comment on te contacte? Alors, je reviens sur ce que tu viens de dire. Oui, bien sûr. En fait, les gens me lisent, mais comme mon nom n'apparaît pas, on ne sait pas forcément que c'est moi. J'écris vraiment en plume, on dit ghostwriter aussi. Oui. Mais par contre, quand quelqu'un a fait appel à mes services et qu'il discute avec une autre personne qui dit « Oh là là, je galère pour écrire, c'est pas mon truc, je vais encore passer 3 heures à écrire ce communiqué, c'est vraiment pas là que j'ai ma valeur ajoutée », cette personne pour qui j'ai travaillé va dire « Appelle Maude, tiens, voilà les coordonnées de Maude, et fais-la travailler, tu vas voir, ça se passe bien. » Oui, d'accord. Donc tu précises en fait que même si il peut arriver qu'on te lise quelque part, obligatoirement, on peut ne pas savoir que c'est toi qui l'as écrit. Un communiqué de presse, on ne sait pas que c'est moi qui l'ai écrit. Okay. Un publi rédactionnel, on ne sait pas que c'est moi qui l'ai écrit. D'accord. Donc et puis même au niveau des textes qui sont signés, quand je fais de la pige, en fait les gens ne repèrent pas forcément non plus le nom du ou de la journaliste. Donc ça va vraiment être vraiment du bouche à oreille.
Ou alors, c'est moi qui démarche sur LinkedIn, par exemple. Je vois quelque chose qui me plaît et je dis aux personnes, j'ai vraiment envie de travailler avec vous, pour vous. Est-ce qu'on peut se téléphoner, se rencontrer? Et voilà. Et ça commence comme ça. Et alors, tu as des refus? Ça se passe comment? Soit on m'ignore, Ouais, voilà. Allez. Ça va, c'est pas trop violent. Comme chez tous entrepreneurs, et des fois on tente des trucs, on nous ignore. Ouais, bon. Voilà, soit en fait, on fait un rendez-vous, mais en fait, ça ne matche pas. Mhm. Mais il m'est arrivé d'avoir, en fait, une rencontre professionnelle que j'ai faite, elle s'est faite par le truchement de plein de petites rencontres qui auraient pu ne pas aboutir. C'était assez amusant. En fait, j'ai contacté j'étais sur LinkedIn et mon ancien professeur de fac like le profil et la publication d'une élève du même master que moi, qui n'était pas de la même année que moi, qui a créé son agence d'auteur. Donc je me dis, ça c'est intéressant. Je lui envoie un message en lui disant, on a fait le même master, est-ce qu'on peut discuter, se rencontrer? On discute, voilà, au téléphone, et puis oui, le courant passe bien, mais on se rend compte qu'on n'a pas forcément de choses à faire ensemble par rapport à où elle en est, à où moi j'en suis, bon, c'est ok, mais je la suis sur LinkedIn. Un peu plus tard, elle like et elle repartage, elle répond à un post d'un éditeur qui cherchait des auteurs sur de la non-fiction. Donc c'est-à-dire d'écrire des récits historiques qui ne soient pas de la fiction, mais les écrire à la manière de romans. Et donc elle répond, mais moi je vois apparaître dans mon fil. Et je me dis, mais moi aussi ça m'intéresse. Donc je contacte cette personne. Et en rencontrant cette personne, en contactant cette personne, en fait ça a matché avec cette personne que j'ai eu donc par 2 contacts interposés, qui n'avaient pas forcément abouti à quelque chose. Et on a travaillé ensemble, j'ai écrit plusieurs séries littéraires pour eux, et je continue à travailler avec eux. Eh ben dis donc. Ah oui, effectivement, c'est comme tu le précises, c'est du bouche à oreille, c'est de l'indirect, on est toujours à une poignée de main de Barack Obama, on dit. Peut-être pas une poignée de main, mais au moins 5 poignées de main. Et donc, à partir de là, tu développes ton réseau. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. Et je pense vraiment que beaucoup de choses fonctionnent au culot. Et j'ose vraiment demander, en fait, quand je veux quelque chose, quand j'ai envie de contacter quelqu'un, j'y vais. Parce que je me dis, voilà, au pire des cas, la personne, elle me répond pas. Ou elle me dit non merci, mais si elle n'a pas envie de me répondre, elle me répond pas, plutôt me dire non. C'est ça. Voilà. Et quand j'envoie des mails, voilà, pour dire j'ai envie de vous rencontrer, ou je pense qu'on a des choses à faire ensemble, eh bien, en fait, la plupart du temps, je suis bien reçue. Ou au pire, on va me répondre que c'est pas le moment. Mais j'ai toujours eu de bonnes surprises. Bon. Donc on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est ce que je dis toujours. Donc, eh bien voilà, comment ça s'organise? On a un peu plus... on sort du brouillard de ce métier de l'édition, parce que c'est un peu obscur pour pas mal de personnes, l'édition, écrire des livres, on se dit parfois, il suffit d'écrire, et pas seulement, il y a aussi tout ce qu'il y a autour de ça, l'édition, la relecture, et puis derrière, les relations avec l'imprimeur, relations avec... je pense, quels sont les métiers avec lesquels tu es en relation? C'est beaucoup de métiers en fait. D'accord. Je vais être en relation avec les imprimeurs quand je travaille avec des particuliers qui me confient leurs livres. J'ai eu bon là. Voilà, je vais aller directement auprès d'un imprimeur. Sinon avec les responsables de communication d'entreprise, avec des éditeurs également, avec des chefs d'entreprise en direct. Tu dois en apprendre énormément de choses sur plein de métiers, sur différents courants, c'est toujours face à des mondes complètement divers. C'est ça, et c'est ça qui me plaît. Tu es pour l'hétéroclisme. Voilà. C'est ça. Et oui, mais pouvoir toucher à tout, c'est vraiment ce qui me plaît. Et ça me permet aussi de faire des passerelles entre différents domaines. Puisqu'en fait, quand je développe au fur et à mesure d'écriture une expertise sur un sujet, quand j'arrive sur un autre sujet pour un autre client, en fait, souvent, il y a des choses qui vont se rejoindre, des manières de penser qui vont se rejoindre, mais qui restent d'un côté et de l'autre. Et j'aime bien faire ce lien. Et ça apporte de la richesse à l'un et à l'autre de mes clients, sans dénaturer leurs propos à chacun, bien sûr. Et je trouve ça toujours intéressant d'arriver avec ce regard neuf à chaque fois, ou ce regard différent, ou ce regard qui approfondit d'autres univers. D'avoir cette position de recul et de dire, tiens, là, il y a des similitudes, on peut faire des ponts entre les différents sujets. C'est ça, faire des passerelles entre les différents sujets, oui. Et d'où ça te vient, cette idée de... Enfin, on en a un petit peu parlé, parce que tu te dis l'espagnol, tu parles espagnol? Plus du tout. Et là après tu reviens et tu dis tiens il y a des ponts, là on peut faire des choses, et puis la Bretagne, et puis ces modes d'organisation, disons ça précise beaucoup de choses sur cette envie de
de diversité, cette envie de toucher à tout, d'aller vers des mondes inconnus, je dirais peut-être parfois, je ne sais pas. Si, Voilà. des mondes inconnus. Et justement, j'en rebondis encore. Ah, rebondis. En fait, j'aime vraiment aborder des mondes inconnus. Et quand je contacte une entreprise et que, en fait, où je postule pour un projet et qu'on va toucher le grand public et que je ne connais pas le domaine, eh bien, j'aime bien le mettre comme une valeur ajoutée. J'arrive pas en disant ou en cachant le fait que je connais pas le domaine. En fait, je dis justement, je pense que je vais être bien pour ce travail de rédaction parce que je connais pas votre métier et que par conséquent, je vais avoir le même regard que vos lecteurs et que les personnes à qui vous voulez vous adresser. Donc, si moi je comprends ce que j'écris, les personnes vont comprendre aussi. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur des sujets d'emprunt immobilier, par exemple. Des sujets d'emprunt immobilier. Des sujets d'emprunt immobilier. Ma bête noire. C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui a parlé de grand écart. Oui. Je crois que c'est ça, non? C'est ça. Tu pars d'un côté à un autre, et donc tes journées doivent être rythmées par des choses complètement aux antipodes les unes des autres. Totalement. Si je reviens sur les emprunts immobiliers, par exemple, eh ben, je peux écrire 2-3 articles pour expliquer des termes compliqués d'emprunt immobilier. Oui. Alors pour rassurer les personnes qui nous regardent, mes textes sont relus par des experts, donc voilà, on est au moins sûr qu'il n'y a pas d'erreur et je fais très attention à ce que j'écris. Mais l'idée, c'est que vraiment tout le monde puisse le comprendre. Donc je peux travailler sur des sujets assez obscurs d'emprunt immobilier et puis l'après-midi, peaufiner une histoire de Teddy l'ours polar, qui est un ours qui mène des enquêtes pour les enfants de 3-4 ans. Et puis enchaîner ensuite sur des textes sur le packaging de luxe. Ah bah oui, effectivement. Oui. C'est même plus un grand écart là. Ah bah c'est même plus, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime en fait. Si je suis, en fait, je peux vraiment me passionner sur des sujets et je me passionne pour des sujets, mais si je fais toujours la même chose et toujours le même sujet, je m'ennuie. Donc j'ai besoin d'aller dans tous les sens. Et c'est ce qui nourrit en fait à chaque fois tout ce que je peux écrire. Et tu me demandais ce qui m'inspirait. Eh bien, en fait, quand j'écris pour des banquiers, quand j'écris pour du packaging, pour du luxe, pour des enfants, pour vraiment des sujets très très divers, tout ça va aussi m'inspirer pour mes histoires et tout ce que j'écris, parce que je travaille ma plume en écrivant sur ces domaines très très divers, ça va servir aussi ma plume d'autrice pour écrire ensuite. Donc tout se nourrit en fait. Voilà, c'est ça. Tout est récursif, l'un se nourrit de l'autre et c'est incrémental en fait. Au fur et à mesure que tu avances, tu te nourris de ce que tu as acquis et tu t'en sers pour à chaque fois renourrir quelque chose. Enfin, c'est un cycle en fait. C'est ça. Et l'aisance rédactionnelle que je prends au fur et à mesure, eh bien, elle sert mon métier, quelle que soit la manière que je vais avoir d'écrire. D'accord. Alors là, tu fais le pont encore une fois, le grand écart, je ne sais pas. En tout cas, tu rapproches les choses parce que ça arrive directement au troisième sujet. Mais d'où te vient cette envie-là, Maud, de ces grands écarts, de cette diversité, de fait de voir à chaque fois le monde avec un œil neuf, en se disant tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Sans doute le fait que je sois très curieuse. Ah, les curiosités. Curiosité, oui. La curiosité, oui, je crois que c'est déjà un bon point. Oui. Après, je n'avais pas réfléchi à cette question. Est-ce que tu peux me la reformuler différemment pour voir si ça m'amène d'autres idées? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que Maud a une envie de diversité? Je pense que c'est peut-être aussi générationnel. On parle du FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. D'accord. Et qui est très dans les mentalités millennials, et je suis dedans. Je pense que ça me caractérise bien, en fait. Et puis, oui, donc c'est ça, le FOMO, peut-être la peur de passer... La peur, non, moi je ne mets pas en peur, en fait. Le souhait de ne rien manquer, ou le souhait de voir plein de choses et d'ouvrir systématiquement mes horizons. Il y a Jacques Salomé qui dit que derrière toute peur, il y a un désir. Alors, on peut partir de ça, on peut se dire, tiens, quel est ce désir? D'où se nourrit ce désir? Chez Maud, dans sa construction, et dans l'individu que tu es, il y a un désir. À chaque fois que nous en parlons et nous croisons, il y a un désir de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se construit? Et à chaque fois, je t'entends dire, ça, j'ai envie de l'écrire. Ou ça, j'aimerais bien écrire dessus.
comme une volonté de donner à l'autre quelque chose que tu aurais vu avec ton œil. Oui, c'est beaucoup d'envie de partager. C'est ça. Il y a ça aussi, beaucoup d'envie de partager, envie de comprendre. Et une fois que j'ai compris, en fait, envie de partager. Envie de comprendre, voilà, un point de difficulté, envie de comprendre une incompréhension, voilà, quelque part, ou un sujet complexe, et ensuite de pouvoir l'expliquer, de le partager. Il y a cette envie de partage, puisque tu as écrit un bouquin dernièrement là, sur les relations de l'entreprise avec la presse. Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et raconte-moi cette histoire. Comment ça t'est venu, ce livre? Alors, c'est une longue histoire que je vais essayer de faire courte. En fait, j'ai rencontré une femme qui est devenue une amie, voilà, sur un rendez-vous voilà, à Paris, dans un événement presse. Et puis, toutes les deux, on a beaucoup accroché. On a décidé qu'on allait se revoir occasionnellement quand je passais à Paris. Et puis, je repasse à Paris comme convenu. On discute. Et puis, j'étais contrariée ce jour-là. Enfin, c'est aussi une longue histoire. Et je lui explique que voilà, j'ai voulu parler de relations presse et que j'ai pas pu être entendue. Et elle me dit: ah bon, tu fais de la relation presse? Donc, cette femme s'appelle Patricia, je vais la citer parce que c'est grâce à elle que j'ai écrit ce livre. Et je lui explique que oui. Et puis, elle me dit: ah, tu pourrais me donner des petits trucs et astuces. Alors je dis volontiers, en plus je le fais pour mon club d'entreprise Bréséo, j'ai fait des interventions comme ça, sur 1 heure, j'aime beaucoup ça. Et puis on était toutes les deux attablées face à un cheesecake, on discute, et puis elle me dit: attends, tu m'en dis beaucoup trop, il y a trop d'informations, j'arrive pas à tout suivre, on s'arrête, j'ai besoin que tu me fasses une proposition, moi je suis partante pour venir chez toi en stage, donc elle était à Paris, elle venait chez moi à Josselin, voilà. Paris-Josselin. Pendant l'été c'était très bien. Voilà. Je suis partante pour venir te rencontrer. Par contre, je te demande un vrai travail. Donc, c'est pas quelque chose que tu me fais parce qu'on se connaît à petit prix ou quoi que ce soit. Je veux que tu fasses un vrai. Voilà, je suis pas là pour t'entourlouper. Un vrai devis et puis une proposition. Sur le coup, je me demande si j'ai beaucoup de choses à dire, même si je voyais comme au niveau de la conversation, ça, voilà, je ne tarissais pas. Et puis, pourquoi pas, on était au mois de juillet, pile poil la période où j'ai le temps pour écrire. Je rentre à ma chambre d'hôtel, je commence à écrire quelques petites choses. 3 jours après, je lui envoie plusieurs pages de tout ce que je pourrais avoir à lui dire. Elle me dit banco, on fixe une date 1 mois plus tard. Et j'ai 1 mois pour préparer l'atelier de 2 jours avec elle. Voilà, donc je commence à faire cet atelier, je fais le PowerPoint. Donc une 60aine de slides, tranquillement, avec plein de choses à dire. Le pouvoir du point. C'est ça, mais avec plus de phrases que de points. Que le point. Donc je fais mon PowerPoint et je me dis, mais oui, mais là tout est synthétisé, mais il faut qu'elle puisse avoir quelque chose, un petit livret. Donc je pars pour rédiger mon petit livret. Et puis mon petit livret, il fait vite 120 pages. Ah. Donc on fait la formation. Franchement, on s'éclate. On passe un super bon moment toutes les deux. Elle est très contente de ce qu'elle a pu apprendre. Donc vraiment, moi, ça me met aussi en confiance. Elle aussi est en confiance parce que elle a eu toutes les informations qu'elle voulait. Et puis j'ai cet objet livret entre les mains. Je le complète avec les choses qu'on a vues en plus pendant cet atelier. Et puis je l'envoie à un éditeur spécialisé en formation en disant je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup de livres sur les relations presse et les relations médias pour les entreprises. Mais ce que je vois comme problématique, c'est que ces livres-là, ils donnent comme exemple Coca-Cola, ils donnent Apple, ils donnent Red Bull, ils donnent toutes ces marques-là. Et quand on commence, quand on est un petit entrepreneur, quand on est un indépendant, quand on est un artiste, quand on est un auteur ou une association, ça ne nous parle pas. Mais non. En fait, on veut savoir comment contacter les journalistes locaux, les journalistes des magazines spécialisés B2B, donc professionnels pour les professionnels. Et on veut vraiment les bases, mais ça, on ne l'a pas. Et ça, tous ces secrets de communication, c'est comment on joue le jeu, ça veut dire quoi jouer le jeu. Et ça, c'est dévoilé, c'est dit nulle part. C'est de l'implicite. Et moi, j'avais tout écrit en explicite pour Patricia, pour cette formation et pour ce livre. Et donc, tu as transformé l'essai. C'est ça. Donc, j'ai proposé le livre à l'éditeur, Gérézo, voilà, qui sont au Mans et à Paris. Et puis, ça leur a plu. Ils l'ont signé quasiment dans le mois. Et le livre est sorti en avril. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on ait la visite de Pierrick avec ce fameux livre dont on parle. Alors regardez, mesdames et messieurs. Il apparaît sous vos yeux ébahis. Voilà. Bien communiquer avec les médias, chez Gérézo, de Maud Poupa, que je vous conseille, qui peut être
pour tous ceux qui veulent avoir des relations presse dans la dimension, pas Virgin Cola, pas Red Bull, mais véritablement quand on est un jeune entrepreneur, voilà. Je montre le livre, je montre pas Pierrick. J'ai l'impression de faire présentoir. Voilà. Je le fais bien. N'achetez pas Pierrick, il n'est pas en vente. En Très revanche, cher, ou très très cher. ce livre, alors on pourra essayer de mettre les descriptions du livre Et peut-être le lien dans la description. et le lien dans la description. Tout à fait. Et je me permets de dire ça, tu le diras pas à Maud, mais je crois que je l'ai déjà commandé. Ah, Je vous laisse tous les deux. merci Pierrick. L'idée de ce livre aussi, je voulais rebondir Ah, mais encore. rebondis. Il va servir les petites entreprises, il sert les TPE, les indépendants, mais pour moi, je l'ai voulu aussi utile pour les journalistes. Alors, ils vont pas apprendre en le lisant, mais l'idée, c'est en fait que les journalistes se sont souvent confrontés, ont toujours le problème ils ont les mêmes personnes qui les contactent, parce qu'en fait, les autres personnes ne savent pas comment faire. Donc, il manque de variété, ou alors ils cherchent toujours des nouveautés, et puis ou alors ils reçoivent des communiqués de presse qui correspondent pas, qui leur donnent pas envie d'écrire, ou qui correspondent pas à leurs attentes. Ou alors ils ont beaucoup de relations, surtout avec des personnes très maladroites ou des situations qui se passent mal. Et ce livre-là est vraiment fait aussi pour fluidifier et pour rendre les relations et pour rendre service aux journalistes avec cette idée qu'ils puissent avoir leur interlocuteur idéal. Ah oui, puis de comprendre le journaliste, pouvoir faire passer le message aux différentes personnes en disant voilà ce dont j'ai besoin pour écrire un article, et pas avoir des gens qui j'ai plein de choses à vous dire et ainsi de suite. Oui, mais c'est pas exactement ce qu'on pourrait écrire ou comment l'écrire ou savoir l'écrire, enfin. Donc c'est la confrontation de deux mondes, c'est la clarification de cette rencontre. C'est ça. Voilà. Ah ok. Et encore une fois, ça dit encore beaucoup de choses sur Maud Poupin, ou plus précisément sur toi, bien sûr, parce que Maud Poupin n'est pas quelqu'un d'autre. Alors tu nous as parlé de rencontres amoureuses au sein de la forêt de Brocéliande. Là, on part vers la presse, tu nous dis magazine de luxe, encore une fois, cette curiosité, est-ce qu'on peut dire maladive? En tout cas, cette curiosité, cette volonté d'aller vers quelque chose où il y aurait un vide dans lequel écrire. C'est intéressant, mais encore une fois, je reviens là-dessus parce que cette volonté de curiosité, elle t'amène parfois à relever des défis. Oui. Oui. J'adore ça, les défis. Oui, je le sens. J'ai envie de relever des défis. Là, on te propose cette émission. Oui, tu n'as pas dit attends, j'y vais. Oui. À chaque fois qu'il y a un défi, tu veux le relever. Oui, ça c'est vrai. Et il y a eu un défi que tu as réalisé l'année dernière. Tu es monté sur une montagne. Oui, je suis montée à plus de 5000 mètres l'année dernière. Tu peux nous raconter ça? Alors oui, c'est encore une longue histoire. Mais non, voilà, tu es sur la chaîne Entreprise. On prend le temps de t'écouter. J'ai eu la chance de rencontrer professionnellement la coach internationale Valérie Orsoni. D'accord. Voilà, je dis coach, mais c'est pour simplifier, parce qu'elle est aussi femme d'affaires, chef d'entreprise, autrice, elle fait énormément de choses. Tiens, oui. Comme par hasard. C'est pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs. Donc je l'ai rencontrée sur un projet en fait qui finalement n'a pas vu le jour, mais peut-être qu'on soit bien entendu, a fait qu'on est partis ensemble sur un autre projet. Et je suis devenue sa plume pour le livre Stronger, donc pour révéler sa force. Et ça me parlait beaucoup, puisque justement, j'aime ce côté-là de se dépasser. Alors je dis pas sortir de sa zone de confort, j'aime bien dire étendre sa zone de confort. Voilà. Ah oui, étendre. C'est petite différence de mots, mais pour moi c'est important. Donc voilà, j'ai travaillé avec elle en tant que plume sur son livre. D'ailleurs, j'étais allée la rencontrer chez elle à San Francisco. On s'est très très bien entendu, et puis forcément quand on écrit sur comment développer, comment révéler sa force, comment être celle qu'on a envie d'être, et bien quand quelques mois plus tard elle lance le défi d'aller faire un trek au Népal et de monter avec elle à plus de 5000 mètres, je me suis dit faut que je le fasse. Voilà. Et pourquoi pas. Donc je lui en ai parlé, elle me dit mais viens, je serais ravie de t'avoir avec moi. Et donc on était 7 femmes et on l'a suivie au Népal, et je suis montée à 5085 mètres précisément.
Mais je suis super fière de l'avoir fait. Ah C'était ben oui, une très mais belle expérience. c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce qu'il y a des photos qui sont sorties, tu as fait des publications sur ce défi que tu avais relevé. Et c'est pour ça que je voulais le souligner, parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de cette envie de découvrir de nouveaux mondes, de mondes inconnus, et de se dire, tiens, la porte est ouverte, ou entrouverte, mettons un pied, regardons ce qu'il y a derrière. Essayons, j'ai vu un truc, on va l'écrire, on va le partager derrière. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Et il y a une petite phrase qui m'avait fait un déclic il y a quelques années, c'était ne jamais renoncer à une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. D'accord. Et celle-là, elle est affichée dans mon bureau. Et quand j'ai un doute, en fait, peur de ne pas être à la hauteur, je fais Tiens. Je vais y aller en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, et je fonctionne beaucoup comme ça. Et là, tu parles de ce défi-là, donc d'aller au Népal, monter à 5085 mètres. Mais en autre défi, en début d'année dernière, j'ai décidé d'apprivoiser la scène et le micro. Donc j'ai décidé pour l'Assemblée Générale de mon club d'entreprise Bréséo que j'allais être à l'aise sur scène. Ça m'a pris comme ça, je me suis dit je vais être à l'aise. Allez. Et j'ai répété, je me suis entraînée et j'ai découvert que j'adorais ça. Donc défi relevé. Défi relevé il y a quelques semaines, puisqu'on a organisé la soirée de la com pour Bréséo. On a mis 14 personnes sur scène, 15 personnes. Oui. Et ça, je suis super contente qu'on l'ait fait. Donc, c'était défi relevé pour autant de personnes et défi relevé pour moi à nouveau de monter sur scène avec un micro et de monter aussi un projet comme ça avec toi d'ailleurs. Mais défi sportif aussi, parce que j'ai marché plus de 220 km en Cornouailles anglaise avec mon mari le mois dernier. Ben voilà. Voilà, défi, j'y vais. Mais il faut que ça me plaise. Si ça me plaît pas et que ça me tente pas, je vais pas chercher non plus. D'accord. Donc il faut qu'on te le vende, en fait. Non, il faut que ça me plaise. Vraiment, il faut que j'ai envie que ça... Merci de m'avoir repris. Oui, tu peux me vendre du mieux possible le kayak. Je déteste le kayak. Tu me feras pas faire du kayak. Ben voilà, là on a appris quelque chose. N'emmenez jamais Maud en kayak. Non, sauf si vous voulez une soupe à la grimace. Que je fais très bien. D'accord. Ça par contre, ça fait... Et j'ai beaucoup d'arguments sur pourquoi je n'aime pas le kayak, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la vidéo. On pourra effectivement peut-être faire d'autres vidéos sur pourquoi Maud n'aime pas le kayak. C'est ça. Et ça, c'est peut-être un épisode qu'on pourra enregistrer. Complètement, on est fou, pourquoi pas. Bon. En tout cas, tu me feras pas faire n'importe quoi avec de bons arguments. Voilà. Il faut que je le décide et que j'en ai envie. C'est ça, surtout qu'il faut retenir. C'est ça. Tu as une curiosité, mais une curiosité consciente. Oui. C'est-à-dire, c'est pas une curiosité. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai cité le terme curiosité maladive, je t'ai senti regarder avec un peu de recul. Non, parce que je me fais pas de mal. Voilà. Parce que tu as la conscience de se dire, ok, c'est une curiosité, je relève des défis, mais bon, tu peux essayer de me le vendre, si j'ai pas envie, quoi. C'est ça. Et même quand je t'ai dit sortir de sa zone de confiance, de confort. De confort. Ou étendre sa zone de confort. Sortir, il y a ce côté de se mettre en danger, de se faire potentiellement du mal et d'être dans un endroit où on peut être manipulé, où on peut se retrouver dans une situation délicate. Étendre, ça veut dire encore ouvrir des horizons, et c'est pas la même manière de faire. Voilà, c'est intéressant parce que tu as fait un lapsus lingué avec confort et confiance. C'est ça. Donc, pour être en confort quelque part, il faut avoir confiance. Donc en fait, tu vois, les deux termes sont liés. Et ça souligne beaucoup les relations que tu portes avec les gens, puisque tu dis tout à l'heure, voilà, c'est toute une histoire de contact, c'est la relation, et il y a aussi une relation de confiance qui est très importante dans ce que tu lis avec les gens. Oui, ça c'est vraiment important dans tout ce que je peux écrire. D'ailleurs, les personnes pour qui je travaille ont toujours cette relecture sur ce que j'écris, puisque je sais que les mots comptent, que les paroles s'envolent, les écrits restent, et que surtout aujourd'hui, avec tout ce qui peut être écrit, tout ce qui peut se retrouver archivé sur Internet, c'est très important en fait d'être dans une relation de confiance avec mes clients, que ce que je retranscris de leurs propos soit vraiment ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils ont voulu exprimer. Et donc cette confiance est importante Oui. pour moi, et je mise toujours dessus. Je disais tout à l'heure, écrivain public. Oui. Quand quelqu'un a envie de raconter sa vie, de la poser, il faut qu'il soit dans les mains de quelqu'un avec laquelle il y a une relation de confiance. Oui, c'est important, oui. C'est important. C'est pas juste j'écris pour écrire. C'est je restitue la vie de quelqu'un.
C'est ça. Et j'écris pas pour moi, j'écris pour cette personne. Voilà, c'est ça. Donc, J'écris pour mon client, j'écris pour la personne en face de moi, pour les lecteurs. Ça, c'est très important pour moi aussi. il y a une partie empathie qui est très très importante alors. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend de quelqu'un qui peut restituer la parole de quelqu'un, la dimension empathique. Donc il y a la dimension d'empathie, il y a la dimension de confiance, la dimension de relation, la dimension de partage, et cette dimension de curiosité, l'envie d'aller vers ces terres inconnues. Mais pas des terres qu'on m'a vendues, des terres inconnues. Voilà, c'est le Frédéric Lopez de la littérature. C'est voyages en livres inconnus, peut-être, à la limite. C'est ça qui peut être intéressant dans ta démarche. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi ? Comment ça se passe ? Comment c'est ton entourage ? Ça se passe comment ? Comment c'est mon entourage ? Que veux-tu savoir ? Non, je veux pas être indiscret que cela... Comment t'architectes ? Tu as parlé de ton voyage en Cornouailles, par exemple. Oui, je suis mariée. Oui, ok, soit. Un homme formidable. Je n'en doute pas, je l'ai rencontré. Oui. Voilà. Donc ce voyage en Cornouailles, Oui. Pourquoi la Cornouailles ? Parce que tous les deux, en fait, on adore le Royaume-Uni. Ah, Qu'on y est à peu près une fois par an, voire deux. Voilà, par exemple. Qu'on est tous les deux fans d'Écosse, même si là, on est resté en Angleterre. Et que d'ailleurs, je l'ai emmené, c'était en 2019, je l'ai emmené pour faire le guide Petit Futé d'Écosse, Écosse et Édimbourg. Donc on est partis tous les deux un mois. voilà, encore une fois, je souligne, elle se dit, tiens, je vais partir, et en vacances avec mon mari, voilà, soit, elle arrive là-bas, puis hop, elle peut pas s'empêcher, elle écrit un guide sur l'Écosse, c'est ça ? Alors j'ai commencé avec le Petit Futé en postulant sur une annonce. D'accord. J'ai commencé à faire les mises à jour des guides des voyages à pied pendant 2 ans, voilà. Puis ensuite on m'a recruté sur le guide Morbihan sur une partie du Morbihan. Donc j'ai fait cette partie-là du Morbihan pour le guide Morbihan et le guide Bretagne. Et puis on était à 3-4 voyages en Écosse. Et un jour j'ai appelé mon éditrice en lui disant, bon écoute, je vais y aller au culot. Bah voilà. Mais si jamais il y a une place de libre pour, sache, pour le Royaume-Uni, pour l'Écosse, sache que je suis fanat de ces pays-là et que je serais ravie d'écrire pour le Petit Futé. Alors autant te le dire tout de suite, je suis pas super bonne en anglais, mais je pense que c'est un atout parce que je vais être comme les touristes sur place, c'est-à-dire à galérer. Voilà, c'est ça. On revient sur ce que tu disais tout à l'heure, je vais écrire comme vos lecteurs. C'est Et ça. là, c'est pareil. Je vais écrire avec mon anglais de façon à ce que les personnes extérieures, c'est pas un anglais. J'écrivais en français, mais du coup, je me rendais compte des vraies galères des touristes qui, comme moi, les touristes français, on est nombreux à mal parler anglais. Donc en fait, j'avais vraiment ce recul-là par rapport à quelqu'un d'autre qui serait allé avec un anglais absolument excellent, qui n'aurait pas connu toutes les galères que le touriste non anglophone peut connaître. Et je pense qu'on n'avait pas dû se vendre comme ça auprès d'elle encore. Non. En vendant ses défauts, soi-disant. Allez hop, en tournant, en changeant de mindset, en disant C'est ça. tiens, hop, on va prendre plutôt cet axe-là. Et comme voilà, ça se passait très bien la collaboration avec elle, elle a parlé directement à sa collègue qui faisait les éditions Écosse, et ça tombait pile poil l'année où il fallait renouveler l'auteur puisqu'il avait arrêté. Oh bah dis donc. Donc on m'a dit peut-être que ça va se faire. Et puis ça a tardé, mais ils m'ont proposé, j'avais 3 mois pour me préparer. Et on a dit banco, on est parti, et on est parti 1 mois faire l'Écosse pour le Petit Futé. Oh là là. Et donc on a fait le guide Écosse, j'ai réécrit le guide Écosse et le guide Édimbourg. Donc en 2019, et avec le Covid, celui qui est sorti pour 2021-2022, il me semble. Et bah dis donc, encore une fois, une opportunité, une porte qui s'ouvre, hop, j'y vais. Et le culot. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le culot. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui fait partie de toi. Le culot. C'est vraiment cette envie, encore une fois, je le souligne, mais cette terre inconnue, l'envie d'aller vers des terres à découvrir, à cartographier. Voilà. Et, Alors je suis nulle en géographie par contre. oui, Et en orientation aussi. cartographier par tes mots. Oui, Voilà. précisons quand même. Parce que... En cartographie, toi tu as l'art de cartographier par les mots. Voilà.
de façon à ce qu'on puisse se retrouver dans l'enchevêtrement de tes phrases et qu'on puisse se dire, là, je ne suis pas perdu, je sais où je suis. Et c'est intéressant quand on est perdu dans un paragraphe de brouillard. Voilà, si je peux continuer Ta métaphore. ma métaphore. Ah, on est bien sur cette chaîne d'entreprise, on peut tout se dire. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'il y a une question, c'est notre petite marotte de cette chaîne, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu rêverais de répondre? Alors là, je ne sais pas. Bah oui. Je te laisse meubler pendant que je réfléchis. Mais vas-y, réfléchis. Je te laisse partir sur une métaphore. Et filer, Le filet. c'est ça. Oui, mais je vais. Pénélope. Voilà, Pénélope. Ok. Et je vais faire ça. Et donc? Et donc, non, même en disant des bêtises pour gagner du temps, Oui, j'avais bien. j'explicite, C'est ça, et sur cette chaîne. Voilà. c'est ça. Je sais pas, non, je pense pas qu'il y ait une question que je voudrais qu'on me pose. Voilà. Dans tous tes entretiens, tes interviews, tes rencontres, tu te dis c'est bizarre, à chaque fois on ne va pas poser cette question-là. Parce que je sais par exemple que tu es tellement curieuse que tu vas jusqu'à aller faire des conférences sur la place de la femme dans la littérature. Ça, c'est en préparation. Ça, c'est en Ça, préparation. c'est un défi qui m'a été lancé par ton intermédiaire. Oui, enfin, c'est un défi que tu as encore une fois relevé. Pas encore, mais je suis en train de le faire. Ouais, tu es en train de le préparer, tu es en train de... Oui, parce que ça va bientôt arriver. Et ça répondrait à quelle question, ça? Ça répondrait à quel est ton prochain projet, par Et exemple. voilà. Ça c'est pas une question que je t'ai posée. Non, tu ne l'as pas posé, c'est vrai. Tu vois? C'est ça. Un très, très bel art de la maïeutique. Donc, quel est ton prochain projet, Maud? Oh, mon prochain projet, Bah oui, quel est ton prochain projet, Maud? c'est de créer une conférence sur les femmes et la littérature avec un point de vue féministe, qui est d'ailleurs Ah. mon point de vue. Voilà, D'accord. parce que je m'affirme féministe. Ok. Donc j'avais envie d'aborder cette question-là, de la littérature au féminin et de ce qu'on peut dire dessus avec un regard féministe en regardant la littérature à travers plusieurs prismes. Parce que souvent on va penser directement à la littérature au féminin, on va penser les autrices, Mhm. les femmes qui écrivent. Mais je me suis demandé aussi ce que ça fait de penser à la littérature au féminin quand on pense aux lectrices. Et qu'on ne dit pas les lecteurs, mais les lectrices. C'est un autre angle. C'est ça, c'est un autre angle. Et ça, en fait, je trouvais ça intéressant puisque j'avais écouté un podcast il y a quelques temps sur l'urbanisme, le féminisme et urbanisme, encore un sujet, voilà. Oui, encore un grand écart. C'est ça, mais je vais revenir à mes lectrices voilà. et mes autrices. Et en fait, l'animatrice et l'intervenante, donc c'est Les couilles sur la table, l'émission, le podcast, et elles expliquaient quand on disait les usagères de la ville, on ne voyait pas la même chose quand on parlait des usagers. Quand on parle des usagers, on voit souvent des hommes et on les voit marcher dans la rue. Et quand on parle des usagères, on réfléchit un peu, on va plus imaginer des femmes avec des poussettes, des femmes avec des talons, des femmes avec une personne âgée à tenir ou alors un fauteuil roulant, ou des personnes qui transportent les courses. Et par conséquent, quand on pense aux usagères, on n'a pas la même vision de l'accessibilité de la ville. D'accord. Et donc, on change de prisme. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si je pense aux lectrices par rapport aux livres? Et quand on parle d'un public de lectrices, ou qu'on approche la littérature en parlant des lectrices, on va peut-être un peu plus penser au développement personnel, à Oui. toutes ces choses-là. On va peut-être plus penser aux choses de régime, etc. On va plus penser à la romance. Et on n'a pas la même manière de voir que quand on pense aux lecteurs. Alors qu'en plus, la majorité des lecteurs sont des lectrices. Voilà. Donc, c'est ce point de vue-là d'aborder la littérature au féminin à travers le prisme des lectrices, et puis aussi des personnages, des héroïnes, voir ce que ça change quand on regarde les héroïnes dans la littérature. Bah dis donc, joli programme en perspective. Voilà. Et ben je pense que après ça, je ne sais pas quoi rajouter. Et je pense que c'est sur ces mots que nous allons terminer. Mais cela serait sans penser à vous faire cliquer sur l'abonnement tant désiré, aussi sur Spotify, car nous sommes aussi en livre audio sur Spotify et sur Apple Podcast. Alors n'hésitez pas, cliquez, allez-y, abonnez-vous,
venez nous rejoindre, venez partager ce moment. Maude, je te remercie de Merci à toi. cet échange. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la chaîne Entreprise. Merci à tous.